ce soir, on va parler de l'engagement des collaborateurs, un levier de productivité, de bonheur au travail et de rétention des talents. Aujourd'hui, seulement 6% des collaborateurs français sont engagés dans leur travail, selon l'étude Gallup de 2017. En comparaison, ils sont 33% aux États-Unis. Les causes de désengagement peuvent être multiples, donc le manque de communication ou de reconnaissance, des modes de management mal pensés ou mal organisés, un environnement de travail malveillant, autant d'éléments sur lesquels il faut impérativement travailler pour instaurer un climat de confiance entre entreprises et salariés. Donc, nous allons aborder ce grand sujet avec Lina Sarmiento, qui est People Operations Manager chez Front, donc un logiciel de messagerie collaborative pour les entreprises. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Front, c'est une boîte américaine installée à San Francisco qui a ouvert un bureau à Paris cette année. Et Lina s'occupe du recrutement et veille à la bonne implantation des valeurs de l'entreprise en France. Elle s'intéresse beaucoup aux problématiques d'engagement collaborateur et a d'ailleurs travaillé en freelance sur ce sujet avant d'être embauchée chez Front. Est-ce que c'est bien ça ? Oui. Donc vous avez un petit micro pour vous deux. Hein. Désolée, il va falloir le partager. Et du coup, avec nous aussi, Romain Libaud, qui est VP Marketing chez Luncher, la start-up qui réinvente le ticket restaurant. L'entreprise qui existe donc depuis l'année dernière, il y a des bureaux à Paris et à Montpellier. Et donc toi, Romain, tu t'occupes plus particulièrement de l'antenne parisienne. Et avant Luncher, Romain était Marketing Director chez Deliveroo. Voilà, donc je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. D'abord sur l'importance déjà de la notion d'engagement collaborateur, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un collaborateur engagé pour toi Lina et quel impact il peut avoir sur l'entreprise dans laquelle il travaille. Donc rapidement, sans rentrer dans des choses, des définitions extrêmement longues, donc un collaborateur engagé, c'est une personne en fait qui est motivée et qui met de l'énergie à faire avancer les projets au sein de l'entreprise et se sent faire partie d'un tout et trouve du sens en fait dans la vision globale de l'entreprise. En opposition, une personne qui est désengagée, c'est quelqu'un qui évidemment n'est pas motivé et deuxièmement surtout est une personne bloquante au projet de l'entreprise. En France, on a aujourd'hui, comme tu le disais, que 6% de personnes engagées, mais après, il y a une différence entre quelqu'un qui est officiellement totalement désengagé et quelqu'un qui est moyennement engagé. Pour la petite histoire, moi, ça m'avait en fait énormément étonnée quand je suis revenue en France parce que j'ai travaillé 2 ans à l'étranger. Le fait que, par exemple, lors d'un projet où je devais récolter en fait de l'information pour pouvoir faire le constat sur ce qui était fait l'existant, pour pouvoir avancer sur ce projet, il y avait des personnes qui me disaient « je n'ai pas envie de te donner l'information ». Donc ça, c'était très étonnant pour moi en arrivant de l'étranger. Et en fouillant un peu, parce que bref, le sujet m'a intéressée, je me suis rendu compte aussi que c'était difficile d'être engagé et être curieux si derrière, il n'y avait pas en fait une valorisation de la personne et surtout un accompagnement sur le développement professionnel. Voilà. Ben, on est là donc pour ça, pour comprendre justement comment on peut engager ses collaborateurs et pour que ça ait un impact évidemment positif sur l'entreprise et sur tout le reste de l'équipe. Il y a une question des valeurs qui est super importante, j'imagine chez l'un comme chez l'autre. Romain, pour toi, cet engagement émane directement aussi de ce que renvoient les fondateurs, notamment dans une petite structure ou dans une grande aussi, j'imagine. Pourquoi cette importance et quel est pour toi l'engagement des fondateurs déjà pour transmettre ces valeurs ? Bonsoir à tous, je suis ravi d'être là. Effectivement, quand la boîte se crée au tout début, les fondateurs font les choses avec énormément de conviction. Nous, on parle aussi beaucoup de passion, c'est un terme qui revient souvent dans les startups, qui d'ailleurs ne devrait pas être réservé au monde des startups. Et on y met un peu toutes ces tripes, donc ça se transfère et ça se dilue naturellement dans tous les gens qui rejoignent le projet. Et donc le fondateur de Luncher est Loïc Soubéran, on a la chance que c'est un entrepreneur qui a déjà eu quelques succès, enfin un gros succès auparavant. Du coup, il a déjà eu beaucoup d'apprentissage sur comment on passe de 0 à 100, 200, on se lance à l'international, on lève des fonds, etc. etc. Et donc, moi, j'ai rencontré Loïc au tout début de l'aventure de Luncher, quand j'étais encore chez Deliveroo.
Et c'est de pas citer parce que le sujet n'est pas sur moi, mais j'ai déjà monté 2 autres boîtes avant, donc j'avais déjà été confronté au sujet des recrutements, de l'engagement des collaborateurs, etc. Et en fait, quand on monte une boîte, on a envie de faire à sa manière, notamment de ne pas reproduire les erreurs qu'on a pu voir par le passé. Et donc ça fait partie des engagements qui sont très forts pour le coup des fondateurs et qui sont vraiment transmises vraiment comme quelque chose de fondamental aux premiers collaborateurs. Et avec Loïc, on a vraiment mis énormément d'attention pour que les premières personnes qu'on recrute soient garantes de ces valeurs-là, pour que ça soit un socle très robuste pour les autres personnes qu'on allait recruter ensuite. Et donc ensuite, là aujourd'hui, on est un peu plus de 50. On a dû recruter vite parce qu'on a dans nos valeurs on aime aller vite. On est des doers. J'essaierai d'éviter les anglicismes, mais c'est plus simple. Et donc aujourd'hui, ça se distille très bien parce que toutes les premières personnes qu'on a recrutées véhiculent excessivement bien toutes ces valeurs. Alors, les valeurs, c'est un grand sujet. La question, c'est est-ce qu'il faut les définir? C'est-à-dire comment on les transmet? Parce qu'il y a évidemment ce truc un peu informel, mais est-ce qu'une fois qu'on devient de plus en plus nombreux aussi dans l'entreprise, est-ce qu'il faut faire un travail là-dessus, les définir et comment on les partage? Alors, est-ce qu'il faut les définir? Oui. Est-ce qu'il faut les partager? Oui. Il y a évidemment cette image de la start-up où il y a des énormes mots-clés ou phrases chocs écrits sur les murs, comme peut faire Facebook ou tout un tas d'autres belles start-up de la Silicon Valley. Ça, c'est la conséquence. La question qu'il faut plus se poser, c'est comment est-ce qu'on arrive à construire ces valeurs. Je peux vous parler de notre expérience. On n'a pas du tout décidé de le faire dès le début, parce que l'approche qu'on a eue par rapport à ça, c'est de formaliser ce qu'on est. Donc que les valeurs, ça soit partager un état de fait, ce qu'on est tous ensemble et ce dont on est fier d'être, de façon à ce que ça puisse être partagé effectivement plus facilement avec les nouvelles personnes qui arrivent. Donc ce qu'on a fait, c'est que quand on est à peu près une vingtaine, au bout de 10-12 mois d'exercice, on a souvent des moments pour se rassembler et on s'est posé la question, quelles sont nos valeurs? Et de manière démocratique, chacun a pu partager ce qu'il ressentait, ce qui était important pour lui. Et donc c'était à ce moment-là très rassurant de voir que tout le monde était d'accord. Après, il y a évidemment un exercice de formalisme pour être sûr que les mots qui soient mis sur les valeurs soient le plus universel possible et le plus facile à comprendre et à partager. Et après, il y a la façon dont on fait vivre les valeurs. Donc, il y a le quotidien. Donc, nous, il y a beaucoup de choses qui sont autour de l'humain. Donc, c'est comment on se comporte avec les collaborateurs et avec les gens à l'extérieur de l'entreprise, les partenaires, les clients, les candidats, etc. Et par contre, on a été très mauvais, mais bon, on a encore le temps de s'améliorer, sur faire vivre, et aussi parce qu'on considère que c'est un peu moins important, on n'a pas encore mis de poster avec nos valeurs. Quoi? Et parce qu'en en fait, elles sont assez naturelles et elles sont vécues au quotidien, donc on n'en a pas ressenti le besoin. Je pense que ça peut être quelque chose de sympa, que je mettrais dans la catégorie nice to have. Mais je pense que c'est important de le faire. Plus ça va, plus c'est des valeurs qui vont être complexes. Ça va être un vrai challenge de les garder authentiques et sincères avec les nouveaux collaborateurs. Donc je pense que de les afficher, de les verbaliser et qu'elles soient vraiment très présentes, notamment dans tout l'onboarding, c'est un truc qu'on peut améliorer et sur lequel on va évidemment travailler. Lina, chez Front, comment vous communiquez sur ces valeurs? Donc chez Front, en fait, il y avait des valeurs qui étaient pensées un peu comme vous avez fait chez Launcher à l'origine. Mais je pense que par rapport aux valeurs, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut les faire vivre, parce que c'est pas avec des injonctions en fait qu'on va faire avancer ou intégrer. En fait, on peut pas dire à quelqu'un sois transparent et puis derrière en fait, la direction ou même les équipes ne le font pas. Donc je pense qu'il faut mettre en place en fait des systèmes
à l'origine qui sont déjà alignés avec les valeurs. Par exemple, si on monte une boîte, des systèmes qui sont déjà alignés avec les valeurs, que ça soit par exemple, je sais pas, la transparence typiquement, mettre en place des moyens pour que l'organisation soit transparente. Chez Front, par exemple, si on parle du produit, tout ce qui se passe autour du produit, au niveau stratégie, au niveau de l'avancement, au niveau, enfin vraiment tout globalement de ce qui se passe autour du produit est totalement accessible par tout le monde, même par les clients. C'est-à-dire que les clients peuvent voir où en sont leurs requêtes. Donc typiquement là, il y avait la transparence qui existait déjà, et nous dans un deuxième temps, bon, il y a ça c'est parce qu'on a grossi un peu plus, il y a une consultante qui est venue et en fait qui a constaté des choses que nous on s'était même pas rendu compte qui faisaient partie de l'organisation. Par exemple le fait d'avoir un low ego, elle nous a dit c'est marrant ici dans cette organisation. Il y a vraiment, on vit ça, et nous on s'en était pas rendu compte. Donc là après c'est l'extérieur qui peut un peu plus aider. Oui, qui peut se rendre compte finalement de ces valeurs dont on n'a pas forcément conscience quand on est dans l'entreprise. Oui, même. absolument. Et tu parlais de transparence, c'est un vrai sujet notamment d'engagement, la confiance et donc la transparence sur les informations de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on partage justement avec ces équipes et dans quel contexte ? Alors, je pense que quand on dit transparence, évidemment, c'est Front en tout cas, chez Front, on essaye d'être transparent sur le maximum de sujets possibles. Après, Mathilde, qui est la cofondatrice de Front, elle dit quelque chose qui est assez intéressant et qui, pour moi, fait totalement sens, c'est que la transparence a une limite, et cette limite est si cette information génère plus de questions et plus d'angoisse que de réponses, ce n'est pas la peine de partager cette information. Mais la plupart des informations qui circulent dans Front génèrent plus de réponses que de questions. Donc finalement, quelle est la limite pour vous, par exemple ? Enfin, si, là, c'est ce que tu disais, mais globalement, ça peut être... Un exemple ? Ouais. Tu veux dire typiquement, on n'est pas pour la transparence des salaires. Parce que simplement, on peut tous les justifier, mais on n'est pas obligé de raconter parce que le salaire peut être aussi en fonction d'un besoin familial, d'une condition particulière. Et bien sûr, tout peut être justifié. C'est-à-dire si quelqu'un pose la question, je pense que Mathilde serait ravie d'expliquer pourquoi. Mais c'est des questions qui ne regardent pas en fait, l'organisation en elle-même et qui n'impactent pas la stratégie globale en fait, de l'entreprise, tout simplement. Et d'ailleurs, tu nous racontais en préparant un peu cette discussion que Mathilde organise, donc c'est une fois par semaine, je crois, qui est disponible donc pour rencontrer les collaborateurs et pour qu'ils lui posent un peu les questions qu'ils ont envie de lui poser. Oui, Est-ce absolument. que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe ? Toutes les semaines, en fait, Mathilde bloque un créneau, parce que comme vous imaginez bien, elle a son agenda totalement full et elle n'aurait pas le temps en fait, de prendre du temps pour les personnes si c'était chaque personne qui faisait une requête. Donc elle bloque 1 heure dans son agenda toutes les semaines, c'est toujours la même heure. Et pendant cette heure, en fait, les gens peuvent venir discuter avec elle de ce qu'ils souhaitent, mais de ce qu'elle me dit, de ce qu'elle dit à tout le monde, c'est qu'en général, les gens n'arrivent pas avec... parce qu'on pourrait se dire, tout le monde va arriver avec ses problèmes, à raconter un peu mais en fait, des gens arrivent plutôt avec des questions sur la vision, sur la stratégie. Et ce qui est assez sympa, en fait, c'est que par exemple, juste avant les boards, comme on a accès à tout ce qui va être dit, à tout ce qui va être échangé pendant les board meetings, il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui lui disent ça va, t'es pas trop stressé. Enfin, ils viennent même pas pour poser des questions, mais plutôt pour la motiver et l'accompagner en fait pendant ce moment. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ouais, donc c'est vraiment un moment d'échange qui peut être sujet à des questions, mais pas que, quoi. Oui, absolument. Et vous, Romain, sur cette question de transparence, de confiance, etc., est-ce que tu partages un peu le même avis que Lina ? Complètement. On ne va pas pouvoir en débattre. Alors, c'est un peu la tarte à la crème, la transparence, mais il se trouve que ça fait partie des choses qui nous tiennent à cœur. On ne l'a pas mis dans nos valeurs parce qu'on considère que c'est quelque chose de standard. Que pour faire correctement son travail, il faut comprendre ce qui se passe, où l'entreprise va, quels sont les problèmes auxquels elle fait face, où elle va ou va pouvoir faire face. Donc on n'a pas du tout de problème à communiquer sur tous les sujets de l'entreprise. Exactement de la même manière que chez Front, il peut y avoir des personnes qui se posent beaucoup de questions, mais qui ne vont pas nécessairement polluer tous les autres avec des sujets qu'ils sont en train de traiter, qui ne sont pas encore à un niveau de maturité suffisamment avancé pour les partager avec le reste de l'équipe.
Mais si quelqu'un vient de manière proactive poser une question, il aura évidemment une réponse, ou le fait qu'il n'y a pas encore de réponse. Et on est dans une organisation, comme tu disais, on a un bureau à Montpellier, un bureau à Paris, et on a aussi des gens qui sont totalement en remote. Du coup, on a un vrai challenge de la communication et de la circulation de l'information. On utilise beaucoup de Slack. Ouais. On s'envoie aucun email. Donc c'est pas parce que c'est une règle, mais parce que c'est beaucoup plus confortable. Et surtout, il y a une rigueur de chaque collaborateur sur la qualité des informations qu'il partage. Parce que chacun a conscience de la visibilité qu'il doit donner aux autres sur ce qu'il fait, et les autres d'aller chercher les informations dont ils ont besoin. Donc ça se fait de manière assez collégiale et naturellement bien ordonnée pour l'instant. Je ne sais pas prédire comment ça va évoluer, mais pour l'instant ça marche très très bien. Et on a un Slack qui est très 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 bien organisé, où les gens sont très méthodiques, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres Slack que j'ai pu voir. Donc ça, on a plutôt de la chance, et les gens sont assez civilisés et responsables vis-à-vis des autres. Est-ce que vous n'avez pas de temps, par exemple, de moments où vous exposez à l'équipe les grands temps forts, enfin, la stratégie, la transparence? On a déjà, on challenge notre organisation toutes les semaines pour améliorer ça. On est beaucoup en interaction. Il y a un débat qui est très ouvert sur toutes ces questions-là. On déjeune tous les midis tous ensemble, parce que c'est notre métier. Du coup, on a beaucoup de moments d'échange et de partage, donc c'est plutôt cool. Et les gens sont très ouverts. La communication est facile, avec peu importe les niveaux de hiérarchie. Et on a des all ends où par trimestre, où on va pouvoir aligner tout le monde sur voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'il faut qu'on fasse, voilà les accomplissements, voilà les challenges à venir, ce qui est assez classique, on va dire. Et on donne... il y a des choses qui nous paraissent évidentes, mais qui ne le sont pas forcément, mais on explique, par exemple au dernier All Ends, j'ai fait une présentation pour expliquer comment gagner de l'argent, ce qui parfois est assez rare pour une startup, et qu'on était tous là pour à un moment donné créer une entreprise qui était viable, parce qu'on n'allait pas vivre avec l'argent des investisseurs éternellement, et que chacun comprenne quelle est sa contribution, directe, indirecte, et que les gens soient responsables en fait. Et la transparence pour l'engagement, en fait, elle est indispensable d'après nous. Je vais changer complètement de sujet, mais comme il y a plein de points intéressants, du coup, j'avance. Il y a un autre sujet important qui fait partie de la vie quotidienne des collaborateurs et évidemment de l'engagement. C'est l'équilibre vie pro, vie perso, pour être donc bien dans son travail. Comment ça se matérialise un peu chez vous, cet équilibre-là? Comment ça se concrétise? Donc nous, en fait, il y a une vraie bienveillance en fait entre toutes les équipes, et ça semble fou de dire comme ça que tout le monde est hyper bienveillant, mais en fait c'est vrai. Chez Front, en fait, que ça soit côté US, côté Paris, on prend soin les uns des autres, tout simplement, et naturellement, en fait, il y a une espèce de système naturel qui s'est mis en place, et dès qu'on constate que quelqu'un reste systématiquement très tard, ou dès que quelqu'un arrive beaucoup trop tôt, enfin on s'en rend compte assez facilement, il y a toujours quelqu'un qui vient et qui dit mais attention, qu'est-ce que tu fais? Et moi, quand j'ai commencé à travailler chez Front, je l'ai vécu et j'étais très étonnée quand je restais un peu plus tard que ce que les gens considéraient normal, c'est-à-dire 18h, 19h, ils me disaient mais qu'est-ce que tu fais? Il faut rentrer chez toi, en fait, c'est terminé la journée, tu verras demain ce qui se passe. Et ça, j'étais étonnée. Mais après, il faut pouvoir le mettre en pratique, parce que si on charge la personne avec énormément de tâches et qui sont impossibles à gérer dans un temps normal, évidemment, là aussi, il faut faire du travail. Il faut prioriser de nouveau, il faut accompagner la personne. Peut-être c'est tout simplement que la personne gère trop de sujets, en fait. Ouais, voilà. Donc ça, il faut être super attentif aussi justement aux missions des collaborateurs. Oui, c'est deux choses. Il y a promouvoir la bienveillance, et deuxièmement, faire attention en fait à la charge de travail de la personne, si on a envie qu'elle fasse des horaires normaux.
Et toi, Romain, comment ça se passe chez Launcher? C'est un point auquel on fait hyper attention. J'ai une expression de grand-mère, pour aller loin, il faut ménager sa monture. Ouais. Et j'en ai beaucoup souffert dans des expériences passées de passer sa vie au bureau et de ne pas avoir de vie sociale. Et évidemment, psychologiquement, il y a un équilibre qui est indispensable pour qu'il y ait autant un épanouissement. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre pour avoir un épanouissement professionnel. J'ai l'impression qu'il faut aussi avoir un épanouissement personnel. Nous, ça se traduit aussi par la manière dont on définit le rôle de l'entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs. Et donc, c'est quelque chose qu'on essaye de faire assez naturellement, mais sur lequel on porte aussi de la vigilance. On n'encourage pas nos collaborateurs à aller boire des coups ensemble tous les soirs. S'ils ont envie de le faire, libre à eux. Et on est ravis de faire ça tous ensemble, mais on considère que ça doit se faire naturellement. Et on n'a pas à interférer là-dedans. Ce qui se passe au travail et du travail. On n'est pas potes, c'est pas une famille. Donc c'est une démarcation qui est hyper importante, qui n'est pas excessivement difficile pour nous, parce que la plupart des collaborateurs ont déjà eu des expériences professionnelles avant. Donc ils ont déjà un cadre de référence qui est souvent le bon. On a aussi des collaborateurs qui sont parents, donc ça crée déjà aussi de fait une limite, et on a une organisation où ça sert à rien de faire du présentéisme. Donc c'est pas parce que vous êtes là qu'on considère que vous travaillez bien, et c'est pas parce que vous restez tard ou vous arrivez tôt. La seule chose qui compte, c'est les résultats. Les accomplissements ou les apprentissages au travers des échecs. Mais on veut pas du tout. Enfin, il n'y a pas du tout de sujet sur les horaires. Chacun gère ses horaires comme il veut. Travaille de chez lui, du bureau, de chez sa tante ou chez son oncle, peu importe. Du moment que le taf est fait, tout va bien. Il y avait juste un petit point dont on avait parlé, c'était le sujet des anniversaires. Ouais. Parce que tu parlais justement de la sphère perso, c'est qu'est-ce qui est de l'ordre de l'entreprise ou pas. Et là, je sais que vous n'étiez pas d'accord pour le coup. On fait les choses différemment, effectivement. Mais j'en ai reparlé avec des collègues de chez nous, et je pense que nous, on est une boîte très française. Ouais. Donc on a une culture française. Je pense que c'est un petit peu différent chez Front. Et donc on se souhaite les anniversaires sur Slack, mais on n'a pas de gâteau, c'est pas événementialisé. Il arrive qu'il y ait des collaborateurs qui proposent à certains de venir célébrer leur anniversaire en dehors du cadre du travail. Et en fait, on pense que c'est un moment que le collaborateur peut décider de partager ou pas avec ses autres collègues, et on ne veut pas du tout interférer là-dedans. C'est comme ça qu'on le fait chez nous. Je ne pense pas qu'il y ait de règles en particulier. Nous, on y a vu, et je pense aussi que c'est parce qu'on est français, quelques risques, parce qu'il y a des sujets de cagnotte, d'équité, il peut y avoir tout un tas de problèmes autour de ça. Et donc on s'est dit assez naturellement, ça n'a jamais vraiment été un sujet, laissons les choses se faire comme elles se font, et aujourd'hui ça se passe bien, donc peut-être qu'on changera, mais aujourd'hui on ne fait pas comme chez vous. Donc nous, c'est tout l'inverse en fait. On a beaucoup d'événements, et par rapport à cette question, en fait, je pense que c'est tout simplement, évidemment, enfin, il y a une différence entre la vie professionnelle et la vie privée, mais on passe quand même au moins 7 à 8 heures par jour au boulot. On partage énormément de moments avec les personnes avec qui on travaille, et on crée des liens particuliers. Donc à partir de là, je pense que, enfin, en tout cas, moi je pense qu'on peut célébrer typiquement les anniversaires. Après, on n'oblige personne. C'est pas, bien sûr, c'est quelque chose qui vient sûrement du fait qu'on est une boîte montée par 2 Français, mais qui a grossi aux États-Unis. Et donc, par rapport à ça, on organise un événement tous les mois pour les gens qui sont nés ce mois-là. Mais on ne veut pas non plus mettre le projecteur sur quelqu'un qui est gêné par ce genre d'événement et lui faire
voilà. Par contre, la personne qui a envie de venir, qui a envie d'être célébrée, elle vient, elle passe un bon moment et il y a le gâteau. Après, on a d'autres moments. En fait, on a plein de petits moments comme ça chez Front qu'on partage. Mathilde et Laurent sont fans de Lego, par exemple. Parce que ça les détend, ils trouvent que c'est un moyen de pouvoir faire une petite pause dans la journée, faire continuer à construire son Lego et avancer sur d'autres sujets ensuite. Et dès que quelqu'un arrive, la personne commande un Lego, et là encore une fois, si elle a envie de le faire toute seule, elle peut le faire toute seule, mais en général, il y a un petit event qui est monté, et en fait, tout le monde construit le Lego, on passe une bonne soirée ensemble, mais on ne force personne. Chacun fait comme il le sent. On propose juste des événements de vie pour construire une relation aussi un peu différente de juste du professionnel. Et deuxièmement, pouvoir parler peut-être avec des gens avec qui on a moins l'occasion de parler dans le quotidien parce qu'on ne travaille pas ensemble. Oui, c'est aussi une manière de faire rencontrer les gens et de les faire parler entre eux. Voilà. Sans obliger les gens à participer à l'atelier Lego, du coup. Oui, absolument. Même si j'imagine que ça doit être génial. Ok, pour passer à un autre sujet, on va peut-être parler de l'organisation, la hiérarchie et de la reconnaissance aussi des équipes. Romain, chez Launcher, vous avez une hiérarchie très horizontale et un mode de management qui peut ne pas convenir peut-être à tout le monde. Comment on fait en sorte que chacun s'y retrouve? Est-ce que ça se fait naturellement ou est-ce que vous avez une manière d'apprendre les choses? Alors, ça se fait pas. On essaie que ça se fasse le plus naturellement possible, comme beaucoup de choses chez nous, parce que on passe beaucoup de temps sur ce sujet-là, notamment au moment des recrutements. L'horizontalité chez nous, elle est évidemment plus facile que dans d'autres boîtes, puisqu'on n'est pas encore très très nombreux, mais elle se traduit par le fait que on considère que tout le monde est légitime pour avoir un avis sur n'importe quel sujet. Donc ça laisse la possibilité à tous les collaborateurs d'intervenir sans qu'on lui dise non mais occupe-toi de tes affaires, tout le monde a le droit de... Et on essaye énormément d'encourager ça. Et après, je disais tout à l'heure, on a des gens qui viennent d'autres dont c'est pas la première expérience professionnelle, donc ils ont aussi ce que moi j'appelle des mauvaises habitudes, où on leur dit voilà, ton rôle c'est ça et tu dois rester dans ton rôle. Ça on le fait parce qu'aujourd'hui pour recruter quelqu'un on construit une job description, mais c'est pas vraiment comme ça que les choses fonctionnent. Une fois que la personne arrive chez nous, en fait on lui explique ou on l'explique pas forcément, mais c'est induit qu'on la recrute parce que c'est une personnalité et des compétences et qu'on sait qu'en venant chez nous elle va pouvoir apporter des choses. On a une petite idée en général de ce qu'elle va pouvoir apporter à très court terme, mais on n'est pas du tout en mesure et on veut surtout pas dire voilà ce que tu vas faire dans les 3 prochains mois, 6 prochains mois, 12 prochains mois. En tout cas, on sait qu'elle a la bonne attitude, la bonne personnalité et qu'elle a la capacité d'évoluer dans notre architecture qui est assez horizontale sur la prise d'initiative, la communication, etc. Et il y a du coup des gens qui ont eu l'habitude d'être très guidés sur ce qu'ils ont à faire. Donc en général, on s'en rend compte aux entretiens et ça peut être un point bloquant pour travailler chez nous parce qu'on n'est pas du tout dans une dynamique, un paradigme où il y a quelqu'un qui va vous dire bah, aujourd'hui tu vas faire ça, après tu vas faire ça. C'est un ensemble de problèmes qui doivent être résolus par un ensemble de compétences et de gens. Et ça se fait assez naturellement. Ouais, donc pour que les gens soient à l'aise, il faut vraiment qu'ils adhèrent aussi à ce mode de fonctionnement. Ouais, il y a quand même une phase d'adaptation. On en a parlé déjà, mais nous, à l'onboarding, on n'est pas encore hyper fort. On a encore plein de choses à améliorer, ce qui rend le truc intéressant. Mais du coup, la conséquence de ça, c'est qu'on passe beaucoup de temps on passe le maximum de temps avec beaucoup de proximité avec les gens pour leur donner toutes les clés pour être autonome, sans non plus que ça soit une source d'information pléthorique dans laquelle ils seraient perdus. Mais on essaye petit à petit de les laisser développer leur envie, leurs compétences au service du projet. Lina, chez Front, vous êtes plus nombreux, donc vous avez des managers dans les équipes. Comment votre mode de management peut participer à justement engager les salariés, les collaborateurs ? Donc oui, chez Front, maintenant, on commence à devoir se structurer de manière un tout petit peu plus hiérarchique, même si
il y a plus de managers, même si le but, c'est quand même d'avoir plutôt une hiérarchie plate et que Front reste un lieu où il y a énormément de communication et d'échanges, un peu comme chez vous, comme tu disais, le fait que la parole de tout le monde est valide et tout le monde a le droit de participer en tout cas aux échanges. Nous, il y a plusieurs choses en fait qui existent afin de pouvoir gérer le fait qu'il y a plus de managers et qu'on veut quand même garder cette flexibilité. D'abord, en fait, quelque chose qui se fait dans plein de boîtes, c'est le fait que le manager, évidemment, donne du feedback permanent à ses équipes. Mais ce qui est plus rare, c'est le fait que les équipes, on leur demande de donner du feedback sur les managers et de faire ce qu'on appelle, c'est une auteure américaine dont le nom m'échappe tout de suite, mais le radical candor. Et le radical candor, c'est de dire franchement ce qu'on pense, tout en restant extrêmement bienveillant, parce que le but, c'est pas non plus d'être désagréable. Ouais. Donc on a cette pratique-là qui se fait très souvent. Et la deuxième étape par rapport à ça, parce que faire du feedback pour faire du feedback, sincèrement, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Donc ce qui est important, c'est qu'il y ait une action derrière. Soit de la part du manager, soit de la part de la personne qui est concernée. Une action, donc qu'est-ce qui se passe? C'est le collaborateur, il se dit, ce que je fais est valorisé, ce que je dis a de l'importance. Donc ma micro-action a du sens. Et donc derrière, en fait, le projet global de la boîte a du sens, et donc ça crée de l'engagement. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a un système en fait de cookies, on appelle ça, avec une boîte qui s'appelle Bonusly. Et là, c'est du feedback en 360 parce que n'importe qui dans la boîte peut te féliciter en fait Parfois, c'est d'avoir délivré un énorme projet, et parfois, ça peut être juste, je sais pas, plus 20 cookies à Charlotte parce que j'étais complètement sous l'eau et elle m'a ramené le déj sans rien me demander. Et donc, merci beaucoup d'avoir pensé à moi et d'avoir pris soin de moi. Donc ce système permet en fait d'être valorisé au global, aux yeux de tout le monde, et sur des petits gestes du quotidien ou sur des très gros projets. Et ensuite, il y a une troisième chose que l'on fait aussi, c'est, vous connaissez tous, il y a plein de boîtes qui font ça, on a le Frontier of the Week, donc c'est un peu l'employé de la semaine. Mais ce qui est vraiment innovant chez Front, c'est l'autre côté, c'est le Stumble of the Week. Et ça, c'est le fait de venir... Nous, le All Hands, il a lieu toutes les semaines. C'est de venir, en fait, dire face à tout le monde, voilà l'erreur que j'ai commise cette semaine. Mais ce qui est important, c'est pas le fait de dire j'ai fait cette erreur, mais c'est surtout l'apprentissage qu'il y a derrière. Donc, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai appris. Et donc là, il y a deux choses qui se passent. On est ouvert à l'apprentissage parce qu'on va avoir un feedback sur peut-être des conseils, ensuite sur ce qu'on peut améliorer. Et deuxièmement, on apporte de la connaissance aux autres aussi sur comment éviter ce genre d'erreur. Donc voilà. Et comment ça se passe concrètement? Ça fonctionne? Est-ce que tous les gens, oui. Est-ce que toutes les semaines il y a quelqu'un qui vient oui. Partager son plus gros fail? Oui. Parfois c'est des fails qui sont moins importants que d'autres, évidemment. On n'a pas toutes les semaines des énormes fails. Mais alors comment ça fonctionne? Donc le Frontier of the Week, il est voté il est élu par vote populaire, on va dire ça comme ça. Tout le monde vote pour quelqu'un. Par contre, le Stumble, c'est la personne elle-même qui se désigne. On va pas dire, on va pas sélectionner le plus gros fail de manière commune, quoi. Donc c'est la personne elle-même qui s'auto choisit, on va dire ça comme ça, pour être Stumble. Voilà, le fonctionnement là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques comme ça, un peu américaines, puisque vous, pour le coup, ça fait partie de votre culture de boîte d'autres pratiques qui sont intéressantes pour toi? Typique, Bonusly, c'est quand même très, en tout cas très américain, et parfois au début la personne elle a du mal en fait à officiellement dire à tout le monde c'est génial, merci pour ce que tu as fait, et s'exposer un peu comme ça. Après en fait on a mis en place plein de choses, mais là il y a je pense que ça m'échappe. Non, mais déjà, tu as pu partager pas mal de trucs avec nous, donc c'est chouette. S'il y a des choses qui te reviennent, tu pourras nous en parler peut-être pendant les questions-réponses. Justement, il y avait une dernière question, c'était comment, finalement, on mesure l'engagement des collaborateurs? Comment on sait si on est dans le vrai, et comment on sent peut-être s'il y a une baisse de régime?
Alors, chez Launcher, on utilise un outil qui nous permet de poser 5 questions tous les 15 jours aux collaborateurs. Il y a plein d'outils qui font ça de plein de manières différentes. Nous, on a choisi un format qui est régulier mais très rapide à répondre pour qu'il y ait parce que j'en ai déjà utilisé d'autres par le passé, qui est très court et du coup qui nous permet d'avoir des taux de réponse de participation qui sont élevés. Et donc on pose 5 questions différentes, format QCM, oui, non, avec des emojis, etc. Souvent liées à nos valeurs, pour voir où on en est par rapport à nos différentes valeurs. C'est anonyme, donc les gens peuvent le faire librement. C'était pas forcément... en fait, l'outil ne permet pas de le faire d'une autre manière que anonyme. Je pense que c'est bien parce que les gens sont plus à l'aise, surtout peut-être quand ils sont nouveaux, etc. En général, après qu'on ait envoyé le questionnaire, j'en profite pour que ça soit une amorce de discussion avec les collaborateurs. On peut isoler par business unit, par ville. Donc on arrive à peu près à savoir celui qui a répondu différemment des autres, à peu près où il se situe, pour essayer d'aller désamorcer un sujet et ça marche bien. Ça permet aussi de créer de la discussion entre les gens. Donc on réfléchit bien aux questions qu'on pose pour aussi essayer de leur donner un peu de recul sur... là par exemple on en a envoyé un aujourd'hui et une des questions c'était dans l'état, alors c'était pas écrit comme ça, mais dans l'état actuel des choses, est-ce que vous vous projetez chez Launcher dans 1 an, dans 2 ans, plus, moins donc j'ai pas encore toutes les réponses, je peux pas vous les partager. Et ça nous permet de voir un peu où on en est. Les types de questions qu'on pose, c'est est-ce que vous considérez que vous avez tout ce qu'il faut pour faire correctement votre travail? Est-ce que vous pouvez faire confiance à votre manager? Est-ce que vous trouvez que votre travail est reconnu? Est-ce que vous trouvez que les réponses que vous donnez à ces questions sont prises en compte? On voit ça vraiment comme un moyen d'être en amélioration continue, permanente. Et de sortir aussi un peu du quotidien des missions de l'entreprise et des collaborateurs. Et c'est hyper utile. Et ce questionnaire, il est envoyé tous les 15 jours? Ouais, tous les 15 jours par un bot Slack. Comme vous avez compris, on fait beaucoup de choses sur Slack. Et tout le monde répond tous les 15 jours? Il n'y a jamais 100% de réponse. Okay. Parce que statistiquement, c'est compliqué. Il y a toujours quelqu'un qui est en vacances, etc., etc. Mais je veux dire, globalement, les gens jouent le jeu. C'est vraiment sans aucune friction. C'est hyper facile à faire et très, très, très utile. Et vous, chez Front, Lina? Alors nous, chez Front, on n'utilise pas un outil en particulier. On fait le sondage classique tous les ans, en fait, où on a envie que les gens nous fassent du feedback plus sur des gros sujets un peu long terme. Après, on a le système, en fait, comme on a un feedback continu dans les deux sens et 360, il y a quand même des sujets qui peuvent remonter. Et, je pense qu'on a aussi encore la taille où quelqu'un qui est désengagé montre de toute façon, avant d'être totalement désengagé, il y a des signes, en fait, qui permettent de se dire que la personne, soit elle se sent pas valorisée, soit elle pense qu'elle n'a pas assez de développement personnel. Enfin, ça peut être plein de sujets. De toute façon, le désengagement est lié à plein de sujets différents. Mais je pense qu'on a aussi encore la taille où on peut... l'équipe ou le manager peut flaguer et ensuite on peut mener des actions avec les ressources humaines pour essayer de réengager la personne. Rien que en fait, le fait de s'asseoir et de faire un one-on-one avec cette personne et lui demander est-ce que ça va, qu'est-ce qui se passe, déjà ça permet d'avoir des pistes sur les actions à mettre en place pour la réengager. Mais en général, on n'arrive pas jusqu'au désengagement. En fait, ces signes arrivent très tôt, et quand quelqu'un est désengagé ou dit je quitte cette boîte, ça fait déjà 6 mois que la personne est en train de penser. Donc, ça m'étonne parfois quand, dans ma vie passée, dans d'autres secteurs, quand la personne avait déjà démissionné, on lui disait non mais attends, on va peut-être te proposer une augmentation. Bah oui, mais la décision elle est prise depuis 6 mois, en fait, c'est trop tard.
Voilà. Ouais. Ok, ben, merci beaucoup à tous les deux d'avoir partagé votre expérience. Merci à tout le monde. Merci à Aurélia et au Morning Coworking.